donner vie à tout ça. Donc c'est la partie code, donc ce n'est pas que des 0 et des 1. C'est pas forcément le plus gros du boulot dans cette partie-là, parce que en fait c'est plein de petits bouts de choses qui doivent bien répondre et bien communiquer ensemble. Et forcément va arriver en fait la phase de debug. Ça c'est très souvent plus de la moitié du boulot. C'est là où c'est souvent très, très compliqué pour nous comme question, c'est combien de temps ça va mettre. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, le développement technique d'une formation digitale donner vie au virtuel avec mon invité Frédéric Brossard, développeur Unity chez MySeriousGame. Bonjour Frédéric. Salut Clément, ravi d'être ici. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va parler du métier de développeur dans cet épisode. On a tous en tête le geek à lunettes qui tape des lignes de code dans une petite pièce sombre. Ça a changé. Ça a changé. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son rôle dans l'équipe de MySeriousGame? Que fait concrètement un développeur à longueur de journée? Ok, donc là déjà il y a pas mal de choses à dire. Déjà d'entrée je vais essayer d'éviter les anglicismes, mais à mon avis avec le métier on manipule énormément l'anglais, il y a énormément d'anglicismes, donc il y en a peut-être un ou deux que je vais glisser, faut pas hésiter à me dire traduction, et c'est là où je vais potentiellement réfléchir pendant 5 minutes parce que c'est plus un automatisme de parler en français. Pour ces trucs-là, donc le métier de développeur chez MySeriousGame, en quoi il consiste? Alors on a plusieurs tâches, donc comme tu as dit en préambule, on doit donner vie en fait en général aux applications, c'est notre but premier. Donc, je dirais qu'en fait, on est vraiment à la fin de la chaîne. Et c'est là où on va donner vie, on va récupérer tout ce qui est du côté artistique, on va récupérer tout ce qui est le contenu pédagogique, et effectivement, il va falloir lui donner vie. Mais avant de faire tout ça, en général, ça dépend de la typologie de projet et la complexité. Même pour un projet simple, en général, avant de démarrer le développement, on va plutôt passer par une phase d'architecture. C'est ce qui nous est quand même demandé. C'est-à-dire, on se met pas à coder. On pose sur papier, en fait, quelles vont être les différentes étapes de développement. Donc nous, là, c'est un anglicisme, mais on va parler de feature. Donc feature, ce qu'il faut voir, c'est que c'est les fonctionnalités. Déjà, c'est de les poser sur papier, se dire, OK, le projet, il tend vers ça. Qu'est-ce qu'on va développer pour arriver à ce résultat? Et donc voilà, déjà, la phase papier nous aide beaucoup. On a donc cette partie architecture. Une fois, en fait, qu'on a mis en place ça, on va retrouver un petit peu des prismes un peu comme les ingénieurs pédagogiques qui, eux aussi, ou elles, avant de démarrer un projet, font aussi une architecture. Donc, il y a quelques points communs. Nous, c'est pour organiser notre code. Oui, donc en fait, vous êtes impliqué dès le début du projet, finalement. Oui, c'est le mieux. Parfois, c'est une étape qui peut être squeezée, en termes anglais, qui peut être zappée, parce qu'en fait, on a plus ou moins développé un outil, et que comme on l'a déjà éprouvé, le projet demande pas forcément plus, il n'y a pas forcément besoin d'architecture, mais quand c'est pas le cas, vaut mieux qu'on intervienne effectivement au début. Ce qui va nous permettre en fait de voir déjà des patterns, des choses qui vont se répéter. Typiquement, moi je travaille beaucoup avec les UX designers, UI et UX designers, qui implémentent les interfaces, ce genre de choses. Et déjà, quand on fait ce travail d'architecture, on peut aussi regarder ce qui va être produit au niveau artistique et se dire OK, le bouton, le bouton jouer, on le retrouve dans le menu 1, on le retrouve aussi dans le menu 4. On va peut-être en faire un truc qu'on va dupliquer. Bref, on va commencer en fait à avoir les différentes choses qui se répètent et les centraliser, les faire une fois, les faire correctement pour après les dupliquer. Donc déjà, il y a un gros travail en amont. Une fois que cette architecture est un petit peu en place, donc on va être amené à mettre en place les choses. Donc là, chez MySeriousGame, on a différentes technos, on a du web, on a du Unity, on a du Storyline, on a tous un petit peu notre techno, mais là en fait il n'y a pas de miracle, on va commencer à intégrer, on a un gros travail d'intégration, et après on va développer, donner vie à tout ça, donc c'est la partie code, donc ce n'est pas que des 0 et des 1, comme on peut voir dans beaucoup de films. Ça reste très lisible ce qu'on écrit. En tout cas, on essaye de faire ça de façon à ce que ça le soit. Mais c'est tout en anglais. C'est tout en anglais, oui, c'est mieux. Même si aujourd'hui, on peut coder avec des accents, donc avec la langue française. Mais bon, non, en général, on code en anglais, c'est plus simple. Parfois, un mot en anglais veut dire pas mal de choses, donc c'est plus facile pour nous. Donc voilà, il y a la partie code. C'est pas forcément le plus gros du boulot dans cette partie-là, parce que en fait, comme je parlais tout à l'heure de feature, donc on va en avoir
souvent plusieurs. C'est rarement un projet, une feature. C'est plein de petits bouts de choses qui doivent bien répondre et bien communiquer ensemble. Et forcément, on a beau être même le meilleur développeur du monde, faire une super architecture, il y a un moment où on va se planter. Il y a une petite condition qu'on va pas penser, tout ça. Va arriver en fait la phase de debug. Ça, c'est très souvent plus de la moitié du boulot. C'est là où c'est souvent très, très compliqué pour nous comme question, c'est combien de temps ça va mettre. Elle est bien évidemment vitale, cette question. Je comprends, au niveau de la chefferie de projet, tout ça, on a besoin de timing, temps, argent, tout ça. Mais pour nous, souvent, c'est très compliqué parce que développer la feature, c'est pas forcément ce qui prend le plus de temps. Parfois, c'est surtout le debug et les problèmes que ça peut amener. D'où donc tout ce travail d'architecture en amont pour essayer de gommer et surtout d'être ouvert. En gros, on peut pas tout faire. Ça, c'est un truc, c'est dans tous les métiers, on peut pas tout faire. Bien évidemment, on essaye quand même d'être agile, c'est-à-dire d'essayer de prévoir quand même la possibilité qu'on puisse brancher des nouvelles choses. Et donc pour ça, donc pareil, dans cette architecture, on essaye de penser ça pour ajouter des choses facilement, mais parfois, il y a juste un petit bouton à ajouter. Sur le papier, c'est simple, mais en vrai, ça peut... je parle d'un bouton parce que ça m'est déjà arrivé, moi, professionnellement, en parlant juste un truc aussi simple, en fait, de voir qu'il y a plein d'effets de bord. Donc, ça amène du debug, ça amène aussi de la réflexion et parfois à bouger énormément de choses. Donc voilà, ça, c'est le gros. Et après, une fois qu'on a tout ça en place, très souvent, on a aussi donc, des applications qui doivent tourner sur différentes techno. Support, ouais. J'avais le mot device. Donc, ça peut être du téléphone, ça peut être de l'ordinateur. Donc voilà, et aujourd'hui, donc, on a des moteurs de jeu comme Unity qui nous permettent facilement de pouvoir, ce qu'on appelle builder, construire, ouais, avoir l'application, un exécutable ou un APK dans le cas des mobiles. Donc c'est bien, on a un truc qui nous exporte tout ça, mais chaque techno a ses petites, ces petits trucs. Ça peut marcher en fait sur PC et complètement déconner sur Android. Ouais. Donc ça, la partie build, c'est quelque chose d'assez conséquent aussi dans nos métiers, qui parfois prennent du temps. Et derrière, souvent, on est obligé de passer par des stores. Même si le client veut une web app ou quoi, si on tout de suite par mobile, on est obligé de passer par Google ou iOS. Et là, souvent, c'est des petites, c'est des petites frayeurs parce que il faut qu'ils valident. Ouais. Et chacun a des attentes complètement différentes. Et ça peut très bien marcher chez l'un. Typiquement iOS, Apple qui nous dit OK, votre build est accepté. Autant Android qui nous dit non parce qu'il manque une virgule dans les conditions générales d'utilisation. Ouais. On peut être sur ce genre de voilà. Bon, c'est très, très, du coup, riche comme métier. D'une simple question, qu'est-ce que tu fais en fait en tant que développeur? Il y a beaucoup de choses. On va détailler chacun de ces points, parce que là, pour l'instant, il y a énormément de choses. Ça allait très, très vite. Je pense que l'auditeur est perdu. J'ai oublié des trucs en plus. Non, mais voilà, on va reprendre tout ça point par point. Okay. Et voilà. Alors, tu m'as parlé notamment des UI et UX designers. Alors, ils sont... chez MySerious intégré un peu dans le pôle dev. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des différents profils, du coup, des différents métiers qui composent ce pôle? Alors, il y a également ceux qui sont en front et ceux qui sont en back. Est-ce que tu peux nous parler de ces différences? Oui. Alors, pour répondre à ta question, en interne, chez MySG, on a donc différents profils au niveau du pôle IT. Donc, on va avoir effectivement les développeurs web. On va avoir les développeurs Unity, donc qui sont les deux fronts. Le front après. On a du coup des développeurs back. On a un DevOps du coup qui lui s'occupe de nos pipelines de production et nous met en place aussi des outils pour faciliter les déploiements, ce genre de choses. Et je crois qu'il va me gronder parce que DevOps c'est pas le vrai nom du métier, mais c'est pas grave, je vais changer sur sa carte de visite. Ouais. Okay. On va l'appeler DevOps à partir de maintenant. Et donc, on va avoir aussi donc, des artistes qui sont avec nous justement parce qu'on a besoin de beaucoup communiquer. Donc, on a un artiste 3D qui est lui plus spécialisé dans la modélisation, mais il sait aussi faire de l'animation et aussi de la 2D. Et on va avoir donc lui designer aussi, donc pour les interfaces et l'user experience. Et donc, un manager qui s'occupe de l'équipe. Moi, personnellement, du coup, je suis développeur Unity, donc développeur front. Donc, globalement, si je peux expliquer un peu la différence, elle se résume assez en une phrase qui nous fait souvent rire. Je vais développer après. Ouais. Globalement, le front, ça se voit. Le back, ça se voit pas. Dit comme ça, on peut se dire il faut que du front. Non, le back a évidemment un rôle extrêmement important. En gros, ça se voit pas parce que lui, en fait, va mettre en général ses communications entre donc ce qu'on appelle le client, l'application,
et un serveur. C'est User Interface, c'est ça? C'est interface utilisateur UI. Alors oui, oui, il y a User Experience et User Interface, oui, c'est ça, tout à fait. Enfin, ça, c'est les métiers d'UI, c'est encore différent. En tout cas, entre front et back, du coup, donc le back, oui, ça va être beaucoup d'appels, enfin, c'est du réseau, en fait, beaucoup. Donc, par exemple, pour se connecter à une application, on va avoir en général besoin de son intervention. C'est-à-dire qu'il va mettre en place ce qu'il faut, et c'est nous, le front, qui allons faire l'interface, justement, et quand on appuie sur le bouton, on va appeler, justement, cette requête, du coup, de connexion. En gros, quand on a un formulaire pour se connecter à un jeu, par exemple, le front va faire tout ce qui est le côté graphique. C'est ça. Mettre en place les interfaces. Le choix des boutons, le placement, etc. Et le back va faire tous les appels du serveur. C'est ça. En fait, tout ce qui va être la partie technique, en fait, qui va faire que ce bouton va marcher. En gros, c'est ça. Oui. Et souvent dans les jeux, ils vont même avoir la partie logique. C'est-à-dire qu'on fait toujours confiance à ce que va développer le back. Parce que on va interroger, c'est lui qui nous dit « Ok, là, t'as bien fait ce qu'il fallait, je t'envoie l'information. » Et nous, après, ok, cette information, elle est vraie ou elle est fausse, et on réagit en conséquence. Et donc, le côté front, effectivement, donc on va énormément travailler avec les développeurs back, puisqu'il faut que nous, ce qu'on met en place, soit fonctionnel par rapport à ce qu'ils ont mis en place. Et aussi, donc, va venir effectivement les UI designers. Du coup, moi, étant front, justement, j'intègre énormément d'interfaces, tout en respectant aussi quand même ce qu'a mis en place l'artiste. Ce qui est très important, parce que on est, plusieurs corps de métier sur un projet. Donc, il y a en général, je vais faire très rapidement, mais chez My Serious Game, ça peut être donc les ingénieurs pédagogiques qui travaillent en amont, après, tout le côté artistique, et nous, en bout de chaîne. Il faut qu'on arrive à bien communiquer tout le long de ce processus créatif pour qu'il n'y ait pas, en fait, qu'il n'y ait pas d'interprétation à chaque fois que le projet passe sur les différents pôles. Effectivement, une fois que les UI sont terminés, si moi, j'ai pas plus d'informations que ça, je vais voir le menu, je vais essayer de l'intégrer comme je le vois, mais je vais peut-être pas avoir tout ce qu'a pensé lui designer, et mettre aussi un peu ma patte. Et parfois, on peut perdre un peu ça, ce qui est un peu dommage. Faut essayer de respecter le travail de tout le monde. C'est ce qui est hyper intéressant dans ce métier. Mais tu vas me poser des questions après. Et donc, du coup, vous êtes intervenu à différentes étapes, en fait. Alors, si je comprends bien, au début, à la fin, oui. Est-ce que vous intervenez aussi auprès du client Effectivement, ça peut nous arriver d'intervenir au niveau du client. Souvent, c'est effectivement de bien vulgariser ce qu'on fait. Accompagner quand même... souvent, donc plus vers la fin du projet, puisqu'on est en bout de chaîne, c'est là où on commence à donner vie. Donc, ça prend forme. Souvent, ça donne des nouvelles idées, ce qui est humain. Moi, le premier, un projet où, il n'y a pas grand-chose, et puis à la fin, il y a beaucoup de choses, ça donne plein d'idées. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on a déterminé un cadre de contraintes, et qu'on peut bouger les choses, mais on ne peut pas tout faire. Ça, c'est important. Et souvent, c'est là où on intervient. Ça fait jamais plaisir de dire non, mais parfois, en fait, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Oui, ce bouton-là, on peut le rajouter, mais au final, en fait, ça va nous créer plus de problèmes, et puis ça n'a pas de sens par rapport à tel truc développé, enfin, ça va casser des choses. Donc, on a un gros travail de vulgarisation et d'expliquer pourquoi. Et puis, bien évidemment aussi, de trouver des compromis. Souvent, quand il y a une demande, ça a des conséquences, et après, donc, comme dans tous les domaines, il y a un moment, il y a un budget, et en soi, on peut tout faire, mais bon, il y a un budget. Et qu'est-ce que toi t'anime? Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier de développeur? Plus la relation avec le client, où tu expliques justement, tu vulgarises ce genre de choses, ou est-ce que c'est plus la partie développement, construction? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Alors moi, ce qui me passionne, il y a beaucoup de choses. Il y a une phrase que j'ai oublié de dire pour définir le métier de développeur. Très souvent, je dirais, on doit réparer des galères. Enfin, c'est que des galères. Très souvent, voilà, on doit développer un produit. Et pareil, donc comme je disais, on a beau penser les choses et tout, il y a un moment, on va être confronté à une difficulté. Sur pas mal de points. Ça peut être des problèmes de performance, ça peut être pas mal de choses, et de se dire, ok, donc c'est de trouver des compromis pour obtenir le résultat. Et pour obtenir ce résultat, ce qui est cool, cet effet de bout de chaîne, c'est que on donne vie. Donc, on voit le projet au début être juste du texte, sans dénigrer le travail qui a été fait avant, mais globalement, c'est que du texte, très souvent sur du PowerPoint ou ce genre de choses. Nous, on va lui donner vie, et on voit donc l'évolution. Et c'est les courbes de projet, c'est-à-dire qu'il y a un moment, la courbe, elle monte très vite en termes de progression, vraiment visuellement, tout ce qu'on voit et tout. Et puis après, il y a aussi la fin, où là, c'est plutôt linéaire, et puis ça bouge pas trop. On est en train de régler les derniers détails. C'est souvent là où c'est plus dans un projet. Et donc voilà, ce qui m'anime, c'est donner vie,
c'est respecter le métier de chacun le plus possible donc, et de bosser en équipe pour ça. Il n'y a pas de règle magique, hein, c'est le boulot d'équipe qui prime. Hein. Ce qui est excellent aussi dans notre métier, c'est que justement, on va pouvoir mettre aussi en place des outils, réutiliser énormément de choses, justement pour parfois se concentrer sur le principal. Si je prends l'exemple d'un jeu vidéo, par exemple, on a toujours un menu principal qui nous accueille tout ça. On va pas se mentir, on le fait une fois. C'est pas un truc qu'on va s'amuser à redévelopper. Alors, on va lui donner un graphisme différent, tout ça, mais on va pas le redévelopper systématiquement. J'ai un bouton quitter, quand j'appuie dessus, ça quitte. On le fait une fois, terminé. Bien sûr. Donc, il y a une façon de penser de réutiliser. Réutiliser veut pas forcément dire feignant. C'est juste se concentrer sur vraiment, concentrer les forces sur vraiment les features qu'on doit développer qui sont importantes et qui changent et qui vont faire la différence, quoi. Parce qu'en fait, 2 menus principaux peuvent se baser sur le même code, mais avoir un design radicalement différent. Totalement. Oui, le code derrière est le même, mais par contre, oui. Bon, après, des fois, il y a des menus, justement, on peut rajouter quelques petites fonctionnalités, d'avoir un menu d'options, par exemple, il y en a un, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui peut se penser. Et ça, quand on arrive à ces résultats-là, c'est plutôt intéressant, parce que mine de rien, on a un enjeu qui s'appelle la capitalisation. Il n'y a pas que dans notre domaine, hein, c'est dans toutes les entreprises. Et justement, on a cette clé-là aussi de mettre en place des outils pour ça. Et amène justement aussi, quand on met en place des outils, la communication avec les équipes, parce que souvent, en fait, on met les choses... C'est un truc que j'ai oublié d'expliquer, c'est aussi le gros de notre métier, c'est de mettre en place des choses. On ne va pas demander aux designers, donc game designer ou ingénieur pédagogique, de rentrer dans notre code. Mais par contre, on va faire des interfaces, des choses pour qu'ils viennent bouger des valeurs. Si je prends encore l'exemple d'un jeu vidéo, par exemple, on a un personnage, il court. En cours de production, on a mis, je sais pas, une valeur à 5. Il court à 5, voilà. Et il n'y a pas forcément d'unité. Et on se dit, c'est pas assez rapide. On va pas demander au designer de rentrer dans le code. On a une petite interface pour ça. Bon, les moteurs de jeu nous le permettent très facilement. Et hop, on augmente cette valeur et il n'y a pas besoin de nous. Tu parlais de capitalisation. D'un point de vue extérieur, on a l'impression un peu que finalement, la partie développement, c'est le plus gros du boulot, en fait, dans un jeu. C'est ce qui prend le plus de temps, c'est ce qui sûrement coûte le plus cher. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une impression ? Alors, j'ai pas spécialement les chiffres à l'appui. Effectivement, la tech, ça a quand même un prix. Maintenant... Justement, c'est tout l'enjeu. On est aussi très souvent dans nos profils les développeurs des feignants. En fait, c'est-à-dire qu'on va justement coder des choses pour nous faciliter la vie. Donc, si ça peut servir à une production, on va énormément mettre ça en avant pour gagner en efficacité. Et en coût aussi pour le client, parce que ça va lui permettre de réduire peut-être le prix de la solution qu'il achète. Ça peut. Vous allez peut-être réduire de quelques jours le temps de développement sur un jeu. Effectivement, c'est l'objectif. Et en plus, si on peut réussir... En fait, quand on met en place ces outils-là, donc on impose, nous, notre vision pour le mettre en place, mais les personnes qui vont l'utiliser vont amener leur vision. Et ça a un outil pour une production, ce qui permet en fait à toutes les équipes d'utiliser le même outil et donc forcément de communiquer entre elles. Si un designer comprend mon outil, c'est gagné. Et j'ai même envie de dire, on va mettre en place cet outil aussi parfois pour nous. C'est mieux que de rentrer dans notre code et se dire, alors ok, c'est à quelle ligne ? Non, on a une interface, hop, on bouge justement ces valeurs-là. Et puis, hop, on recompile le tout, et puis c'est reparti, quoi. Donc, c'est du gain de temps, effectivement, pour tout le monde. Et alors, ces solutions, du coup, il y a plusieurs mots qui circulent dans le pôle dev. J'entends parler d'Unity, d'Unreal, Storyline, de Web App. Est-ce que tu peux nous faire un petit état de lieu de tout ce que vous utilisez comme tech et à quoi ça correspond, laquelle choisir, pour quelle solution ? Alors justement, c'est là aussi où on intervient en amont. Donc c'est vrai que j'ai parlé d'architecture, mais justement, bien évidemment, l'objectif, c'est d'écouter le besoin du client. Ça, c'est bien, en tout cas dans tous les pôles. Et de se dire, OK, donc le client, il a besoin de tel projet. Et c'est là où on va poser des questions et ça va orienter la techno. Effectivement, chez MySerious en interne, on a donc des développeurs web. Donc là, c'est dans le nom, en général, c'est quand on a besoin d'une application qui est en web. On va travailler énormément avec ce qu'on appelle les LMS, Learning Management System. Effectivement, avec une web app, ça communique très bien. C'est fait pour. Très facilement, on peut mettre en place ce genre de choses. Donc voilà, ça va être le besoin qui va définir la techno, donc le web. On va avoir donc effectivement Storyline, qui est un outil que j'ai pas utilisé personnellement, mais de ce que j'en ai vu, permet de faire justement aussi des e-learning. Ouais, voilà, effectivement des e-learning. Pareil, il a cette possibilité de pouvoir faire ça sur du web, sur mobile aussi.
Et après, effectivement, donc nous en interne, on a les moteurs de jeu, donc Unity et Unreal. Sans faire un cours développé, c'est des moteurs de jeu. Ce qu'il faut voir, c'est que faut imaginer comme une grosse boîte à outils. On a plein d'outils et on peut utiliser les outils selon la typologie de projet. Je sais pas, moi, si on fait un projet en 2D, on va utiliser toute la couche 2D d'Unity, la physique, la façon d'afficher les sprites, tout ça. Mais si on a un projet, par exemple, en 3D, il y a d'autres packages, on va utiliser plutôt l'affichage 3D, enfin pas mal la physique 3D, ce genre de choses. En gros, pour simplifier, Storyline, ça permet de faire des petits digital learning basiques, j'ai envie de dire, alors que Unreal et Unity demandent des compétences beaucoup plus poussées pour faire des choses plus ambitieuses, comme des jeux en 3D, en VR. C'est faux ce que je dis ou... Alors, il y a effectivement cette façon de penser, je la partage pas forcément, mais elle est pas non plus infondée. Dans le sens où parfois, et je veux surtout pas dénigrer les typologies de projets, mais quand on va effectivement avoir des projets plus petits où on enchaîne des questions avec des mécaniques simples, en gros, pourquoi utiliser une Fari alors qu'on a besoin d'une Dodoche ? Voilà, effectivement, on va avoir donc un soft, donc notamment Storyline, qui permet de faire ça et justement à la fin d'avoir une application qui pèse pas très lourd. Tandis qu'on peut faire exactement la même chose sur Unity et très rapidement. Le problème, c'est qu'on va embarquer quand même pas mal de choses qui vont pas être utiles et qui vont alourdir justement ce build. Donc, c'est pas forcément pertinent. Mais par contre, c'est pas forcément la complexité. Enfin, là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'on peut faire des petits projets sur Unity et aller vite sans que ce soit non plus trop cher, sans vouloir prêcher ma paroisse. Mais c'est tout à fait possible. Maintenant, les moteurs de jeu sont aussi faits pour faire du jeu et il suffit de voir donc le marché du jeu vidéo. Globalement, le jeu, c'est soit sur console, sur PC, majoritairement. Il y a aussi mobile. Le web est pas... Unity permet de faire donc, ce qui s'appelle du WebGL, donc de faire un jeu en web, mais c'est pas là où il excelle le plus non plus. Mais effectivement, si on a besoin de VR ou d'un jeu en 3D ou d'un jeu en 2D quand même assez conséquent, justement Unity nous permet de faire pas mal de choses. Ça embarque justement des outils pour faire de l'animation, ça embarque des outils pour optimiser parce que forcément on va embarquer beaucoup d'images, on va pouvoir tricher énormément. Le jeu vidéo, c'est que de la triche. Il y a pas mal de trucs là où Storyline va peut-être être un petit peu plus léger. C'est deux technos complètement différentes. On avait parlé un petit peu avec Clément Caminal, artiste 3D, dans un podcast précédent de Unreal. C'était le podcast sur la Croix-Rouge. Toi, tu es développeur Unity. C'est quoi la différence entre Unity et Unreal ? Parce que j'ai l'impression que les deux permettent de faire des jeux 3D. Alors, du coup, la différence, c'est deux moteurs de jeu donc énormément utilisés dans l'industrie. Alors, du jeu vidéo, effectivement, aussi du cinéma, surtout d'animation 3D. J'étais assez étonné, ils les utilisent. Alors, globalement, en fait, aujourd'hui, Unreal, donc, qui est Epic Games, c'est les créateurs de Fortnite. J'en parle parce que, en gros, ils ont une assise financière qui est quand même aisée. Donc, ils investissent énormément dans ce moteur de jeu. Il est très utilisé dans l'industrie. Donc, il permet effectivement de réaliser des jeux quand même assez puissants. En fait, l'écart, on va dire, grosse production, petite production, va se voir de moins en moins parce que des plus petits studios vont pouvoir faire des jeux qui ont un peu qui ressemblent à des jeux de très grosse production, donc on appelle en fait des AAA. Oui, voilà, j'essaie de trouver un terme, mais oui, non, c'est ça, c'est donc le AAA. Rien à voir avec les andouillettes, tu confirmes ? Oui, rien à voir avec les andouillettes. Mais en gros, ça automatise énormément de choses. En gros, je disais tout à l'heure, le jeu vidéo, c'est de la triche. Typiquement, par exemple, ce que le joueur ne voit pas, derrière, on va le décharger. Il y a plein de techniques d'optimisation. Il y a plein de techniques qu'on fait avec l'artiste 3D, donc Clément en interne aussi. C'est-à-dire, plus un objet est loin, moins il a besoin de détails. Ce qu'on appelle le load, le level of detail. Sur Unity, c'est à Clément de le prévoir, de le faire. Sur Unreal, c'est automatisé. Ouais. C'est un gros moteur de jeu. On peut faire pas mal de choses. Et il y a des trucs déjà pré-mâchés. Et vraiment, la grosse différence, je le disais tout à l'heure, on a un enjeu quand on est dans le développement de solutions comme ça, c'est le pont entre les développeurs et les designers. Et chacun y va un petit peu de sa solution. Unity, donc, on a du script, des lignes de code, et on va mettre en place des interfaces avec Unity pour que les designers puissent bouger les choses.
A contrario, donc Unreal, lui va utiliser donc un système qui s'appelle les blueprints, donc c'est du nodal. En gros, c'est plein de petites boîtes logiques qu'on connecte entre elles pour pouvoir réaliser du code. Et on voit de plus en plus des designers. Nodal, c'est des nœuds en fait, c'est ça? Oui, c'est des nœuds. C'est ce qu'il faut voir, c'est des petites boîtes logiques. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de soft. C'est aujourd'hui comment apprendre la programmation. C'est souvent avec ce type de solution. J'ai pas de nom en tête, mais il y a des softs comme ça où justement on relie comme ça des petites boîtes logiques pour comprendre un petit peu, avoir la logique de coder quelque chose, quoi. Et donc Unreal a cette couche-là. Alors bien évidemment, il existe la couche code aussi, puisque on va pas se mentir, les développeurs en général préfèrent passer par là, sans vouloir jouer les plus forts, mais quand on connaît, c'est beaucoup plus pratique. Mais d'avoir ces petites boîtes logiques, mine de rien, ça permet parfois à des designers de pouvoir, par exemple, coder un menu qui en général n'est pas d'une complexité folle, et ils peuvent faire des choses comme ça en se passant des programmeurs. Alors on voit de plus en plus dans l'industrie des technical artistes en fait. Ils peuvent parfois faire du code comme ça sur des choses assez simples et ça peut aider la production et les développeurs à se concentrer sur des trucs plus costauds. Ok. Ce choix finalement il se fait sur quoi alors Unity, Unreal, Web App, Storyline, comment vous décidez du coup concrètement quel tech vous allez utiliser pour quelle solution? Alors si on a besoin effectivement d'une solution VR avec quand même une grosse production et justement quand même forcément des techniques d'optimisation fortes, on va peut-être aller vers Unreal, qui a un moteur quand même nouveau puisque nous on est des développeurs Unity. La logique reste la même, mais ça reste un workflow et un moteur différent. Donc il faut quand même un temps de formation et c'est un langage qui est différent en plus. Voilà, le langage de programmation, c'est tout un délire. Mais voilà, pour de la VR, et justement, comme je te disais, comme ça embarque en fait justement ces techniques d'optimisation, on peut gagner vachement de temps puisque c'est fait automatiquement. Là, on peut se passer de l'artiste 3D pour gérer ce genre de choses. Bon, on fait confiance quand même à l'artiste pour nous fournir quand même des choses déjà quand même relativement optimisées, que c'est pas tout et n'importe quoi. Mais voilà, quand on a des techniques d'optimisation fortes, ça peut être pratique. A contrario, on va souvent utiliser Unity plutôt pour là où Unreal pêche encore un peu, même s'il rattrape, c'est on va dire plutôt les jeux 2D. Là, on peut faire des choses, avec Unity assez rapidement et là, on va dire la partie 2D marche très bien. Il y a un bon workflow avec. Et web app Alors pour les web apps, là c'est pas mon champ de compétences, mais pour Storyline effectivement c'est en général en tout cas nous en interne pour des projets quand même relativement plus simples et justement ok le projet c'est ça et on a telle mécanique et Storyline il les fait toutes, donc on va pas s'embêter à les développer et c'est un enchaînement de choses. Il y a pas besoin d'avoir un joueur qui bouge dans une map avec des contraintes d'optimisation fortes. Du coup c'est en général un écran fixe et on enchaîne les choses. Bien évidemment, sur Storyline, on peut faire des choses beaucoup plus complexes, mais très souvent, c'est ce qui nous est demandé. Donc, on va plutôt aller vers ce type de plateforme. Et surtout, quand ça a besoin de tourner sur le web, ça fonctionne bien aussi, Storyline. Et dans le cas, justement, d'une web app, là, ça va être, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir les contraintes de communication. On communique avec quoi? Est-ce que, effectivement, il y a souvent une contrainte, c'est le client ne veut rien télécharger, pas d'exécutable. Pas de voilà, et effectivement de faire une web app là ça peut être intéressant et bien évidemment chaque techno a ses points forts, ses points faibles, les choses qu'on peut faire plus ou moins rapidement. Souvent ce qui est compliqué notamment avec Unity c'est si on fait du WebGL, donc ça se fait bien mais ça réagit pas très bien par exemple avec Safari, là où parfois de faire une web app ils connaissent en fait tout, en général c'est toutes ces contraintes là et Safari fait quand même aussi embête pas mal nos développeurs web en général, mais il y a surtout aussi pas mal de choses qui sont développées par d'autres pour que ça fonctionne et pour que ça aille vite, quoi. Okay. T'as parlé de langage de programmation. Du coup, je saute sur l'occasion de te demander, voilà, il existe combien de langages de programmation? Toi, tu utilises lesquels on maîtrise dans le pôle? Pour quels besoins? Est-ce que tu peux nous faire un rapide état des lieux de ce qui existe en termes de langage de prog? Alors, il y en a pas mal, ça évolue énormément et je pense qu'il y en a même des nouveaux que je ne connais pas. J'ai même envie de poser une question supplémentaire. Très souvent, on nous la pose, c'est voilà, j'ai envie de démarrer dans le développement. Je commence par quoi? C'est vrai que c'est assez compliqué. On a tous justement débuté, donc certains en autodidacte, certains et certaines, donc autodidacte ou on fait des écoles. Moi, personnellement, pour ma part, en fait, j'ai commencé donc avec le langage C. Qu'importe le langage, en général, ce qu'il faut apprendre, c'est une logique. Voilà, c'est une logique. Après, c'est juste une façon d'écrire qui est différente. Et justement, le langage, après, ça dépend de la techno.
Donc voilà, apprendre à l'écrire. Et après, justement, selon ce qu'on veut faire, là, on choisit notre langage. Moi, personnellement, donc du coup, je suis développeur Unity, donc c'est C#. Voilà. Alors, après, il y a une évolution du C, c'est le C++. On se marre bien dans le développement. Parce qu'en plus, ça veut dire en gros C plus 1, quoi. Donc c'est la version supérieure. Bref, qu'est-ce qu'on s'éclate. Donc voilà, en général, dans le jeu vidéo, ça va être le C# et le C++. Sans faire un cours, globalement, ce sont des langages orientés objets. Et c'est très pratique parce que dans le jeu vidéo, en fait, pour nous, tout est objet. Le personnage, la commode qu'on voit, appuyer sur un bouton. Et justement, ça va être un langage qui va nous permettre d'adopter une certaine logique qui va avec le jeu vidéo. Et justement, la réutilisation donc, de comportement, mais la réutilisation de code. Et on va pouvoir s'organiser comme ça. Pour le web, en fait, c'est différents langages aussi. Alors, je pense qu'ils vont se moquer parce que j'en ai fait un tout petit peu, moi, du web, et je pense que je suis périmé de fou. Mais ça va être du JavaScript. Donc, moi, c'est ce que j'avais utilisé. C'est un langage aussi qui peut être proche, justement, du C#, mais qui a aussi ses spécificités et globalement qui est fait pour la techno, qui est fait pour le web. Et en plus, le web, après, c'est beaucoup d'interfaces. Et donc là, ils ont ce qu'ils appellent le CSS et... On est à HTML5 et CSS3. Je crois que c'est encore ça, mais on n'est pas passé au 6. J'aurais peur de dire une bêtise, mais... Ouais, je sais pas. Ouais, j'avoue, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je maîtrise, moi, HTML et CSS, mais là, je t'avoue que... Ouais. Là, maintenant, ils sont même sur du React. En fait, c'est carrément des... c'est des personnes qui développent justement plein de fonctionnalités. Et il n'y a plus qu'à réutiliser. Des fois, il ne faut pas réinventer la roue. Bien sûr. Je sais pas, moi j'ai besoin d'une fonction pour me donner l'heure, je vais pas la coder. Il y a déjà plein de librairies, GetTime, et puis... on peut trouver ce qu'on veut sur le web pour faire telle ou telle chose. Mais par contre, est-ce que c'est comme les langues étrangères c'est-à-dire que plus on en connaît, plus c'est facile d'en apprendre des nouvelles. Oui, en fait, on va retrouver vraiment justement cette logique. Le premier langage, c'est ce qui nous apprend, c'est cette logique. Globalement, qu'est-ce qu'on retrouve énormément ? Des conditions. Si mon joueur est mort, alors je fais ça. Donc des conditions. On va retrouver déclarer ce qu'on appelle des variables. C'est ce qu'on utilise en fait. J'ai besoin de retenir les points de vie de mon personnage, par exemple. Ses points, son score total, bref, les variables. Donc après, là va venir justement... Alors, ça dépend des langages, mais en général, on type notre variable. Donc est-ce que c'est un nombre entier ? Est-ce que c'est un nombre à virgule ? C'est bête, mais ça conditionne énormément de choses déjà, ce truc-là. Et après, on va retrouver donc les boucles. Globalement, un jeu est une boucle. Tant que j'ai pas quitté mon application, tant que je suis encore en jeu, moi, je peux bouger mon personnage, tirer, tout ce qu'on veut. Et une fois que j'appuie sur quitter, je quitte cette boucle. Donc ça, c'est... Après, il y a plein d'autres trucs. Bien évidemment, on va dire c'est vraiment les trucs principaux. On retrouve ça dans quasiment tous les langages. Après, c'est juste une façon d'écrire qui est différente. Et après, il y a des langages qui sont un petit peu plus vieux. Parce que, en gros, on a ce qu'on appelle des langages bas niveau et des langages haut niveau. Plus c'est bas niveau, plus c'est proche de l'ordinateur, donc proche du 0,1 globalement. Là, ça commence, plus c'est bas, plus ça commence à devenir imbitable. Là, c'est des trucs un petit peu plus abstraits. On a l'impression d'être développeur chez Intel, quoi. Ça donne un peu ce là, mais c'est encore utilisé puisque là, on est vraiment au plus proche de la machine, donc extrêmement optimisé. Mais c'est pour, pas forcément des choses simples, mais c'est pour des contraintes d'optimisation. Là, c'est pour l'industrie. Si on doit faire un truc très précis, si on peut éviter un gars de se couper le bras, oui, on va peut-être coder avec ces trucs-là, d'un truc hyper précis. Nous, on est dans le jeu vidéo. Je veux dire, si en une image, il y a un petit bug, c'est pas gênant. On va pas tuer grand monde. Donc, on va avoir des langages plutôt haut niveau qui sont proches, justement, d'une façon d'écrire qui, une fois qu'on connaît ces trucs-là, ça se déroule. Ça se comprend. Il n'y a pas besoin non plus des années d'études pour comprendre... Globalement, la condition, on utilise if, qui veut dire si. Donc, si mon personnage est mort, alors je lance les choses qui sont liées à sa mort. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple de la mort, mais c'est celui qui m'est venu. Ok. Donc, vous avez aussi comme rôle d'intégrer toute la partie graphique, en fait, dans le jeu. Comment ça se passe ? Donc, tu dis que tu travailles avec l'artiste 3D. Comment ça se passe entre vous ? C'est-à-dire que lui t'envoie des éléments et toi tu les appelles pour les mettre dans le jeu, c'est ça ? Alors, chez les artistes, il y a plusieurs profils. Donc nous en interne, on va avoir une directrice artistique donc qui va en général donner avec ses moodboards, tout ça, donc l'intention graphique du jeu. Après, on va donc avoir les personnes, donc effectivement, on va avoir lui designer, donc tout ce qui est interface. On va avoir donc après Clément en interne qui
Lui, c'est plutôt donc artiste 3D. Alors là, en fait, justement, donc ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a le travail en amont de repérer quelles vont être les choses qu'on va beaucoup réutiliser pour les faire une fois et donc les dupliquer. Ça se fait beaucoup au niveau des interfaces. Avec l'artiste 3D, c'est commencer à réfléchir sur ce qui va être à implémenter et comment on va le faire. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un artiste 3D, il nous donne les décors, mais quand il nous donne un personnage, par exemple, il a fait les animations, tout ça, mais le personnage ne bouge pas dans l'espace. On a les animations, mais c'est nous qui allons lui donner vie. Et là, déjà, on est forcément, donc, pour avoir juste un personnage qui marche dans un environnement 3D et donc qui bouge, ça appelle donc à au moins 2 personnes, enfin, en tout cas, 2 corps de métier. Donc là, déjà, pareil, en amont, il faut qu'on se mette d'accord sur quelles vont être les choses à réaliser. C'est bête, mais j'en parle. C'est aussi comment nommer les choses, qu'on se comprenne. Parce que forcément, ça embarque énormément de trucs. Les interfaces, il y a énormément d'images. Pareil, les artistes 3D nous donnent énormément de choses. Et derrière... une nomenclature oui. Pour chaque petit élément, quoi. Oui, pour qu'on se comprenne et que on se retrouve pas je sais pas moi, à regarder. Donc, on doit modéliser un avion et puis là, on voit une manette, ça s'appelle bidule. Bon, ça parle pas à l'artiste 3D, ça nous parle pas non plus. Alors, ça nous fait rire 2 minutes, mais bon, après, on est comme des idiots à se dire, qu'est-ce qu'on fait Et derrière, ce qui est hyper important, on a des contraintes d'optimisation. Et c'est là où il y a énormément de communication. C'est le gros du boulot. C'est dans le cas, justement, d'un artiste 3D, quand il va nous fournir c'est tous ces niveaux, tout ça. Alors déjà, il faut qu'on se mette aussi d'accord sur les unités de mesure, à peu près la taille, tout ça. Et surtout, que derrière, on s'assure qu'on ne va pas avoir un jeu qui rame. C'est hyper important. Et là, il y a énormément de techniques, il y a énormément de triches. On fait que ça. Comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce que le joueur ne voit pas, tout est déchargé derrière lui. Voilà. Alors Unity, Unreal nous permet de faire des choses assez automatiquement, mais il faut quand même prévoir ces techniques d'optimisation, et notamment dans le cas de la VR, où il faut vraiment que ce soit très fluide. Sinon, c'est la cinétose, je croirais. Enfin, sensation de vomissement, quoi. Si ça rame, c'est horrible. Le motion sickness. C'est motion sickness et cinétose en français, je crois. C'est vrai qu'on n'avait dit pas d'anglicisme. Oui. Donc voilà. Et aussi avec lui designer ou designeuse, c'est aussi effectivement des contraintes d'optimisation. Globalement, dans le monde du développement, quand on va charger des images, on préfère charger une grande image qui contient donc plein d'éléments que plein de petites images. Et donc, pareil, ça se pense. C'est ce qu'on appelle les sprites, c'est ça, tu l'as dit tout à l'heure. Alors, sprite, c'est l'image en tant que telle. Après, non, alors sur Unity, on dit sprite atlas, et c'est même sprite sheet. J'ai un anglais dégueulasse. Ouais. D'accord. Feuille de sprite, en gros. Okay. Typiquement, dans les jeux vidéo, je sais pas, si tu prends Mario, justement, tout ce qu'il compose, courir, sauter, tout ça, en général, quand c'était en 2D, c'était sur une image. D'accord. Pour éviter justement d'embarquer. Et en fait, cette image était chargée à l'avance et après, on affichait qu'une partie de cette image. C'est ça. Ok, c'est clair. Voilà. Mais ça se pense en amont. Donc, et puis après, tout le long du truc, très souvent, c'est parfois assez complexe aussi pour les artistes, notamment dans lui. On prévoit un menu et au moment où on est en train de le produire, on se dit on peut peut-être le simplifier parce que ça c'est des contraintes de développement. Soit en fait ça fonctionne pas et souvent c'est beaucoup de mises à jour. C'est vrai qu'il y a toujours c'est jamais final en fait. Les choses évoluent énormément, puis justement dans le cas où est-ce qu'on peut rajouter ça, puis en fait ça fait bouger quand même pas mal de choses, même si c'est juste un bouton. Ce bouton il peut venir en superposition d'un autre menu, ça peut créer plein de problèmes et donc on est amené, il y a beaucoup d'allers-retours. Ouais. Donc beaucoup de communication. Alors là, on a parlé de l'aspect visuel. Maintenant, nous, tous les deux, à la cantine, on en parle souvent parce que t'es passionné de son comme moi. Et voilà, il faut savoir que, comme dans le film ou autre, le son, c'est la moitié de l'expérience. Entièrement d'accord. Et c'est la même chose dans le jeu vidéo. Donc, moi, j'aimerais bien aborder aussi un petit peu cette partie avec toi parce que ça fait partie du développement aussi. Oui. C'est tout ce qui est sound design dans une production digital learning. On a tendance à l'oublier un petit peu. Pourquoi on ne pense pas souvent à créer une atmosphère sonore ou à la musique, etc. On voit beaucoup de productions, même chez des concurrents, où finalement tout est misé sur l'aspect visuel et l'aspect technique ou la péda, mais par contre, il n'y a pas de son. Alors, c'est vrai que la pédagogie, bien évidemment, est au centre, effectivement, de l'application. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'effectivement le son c'est une partie qui est souvent négligée et
j'ai envie de dire, je le vois dans beaucoup de productions. Alors, pas trop le cinéma, mais dans le jeu vidéo, ça commence aussi pas mal à évoluer, mais c'est souvent, par contre, le truc qui arrive en bout de chaîne. Et en vrai, c'est extrêmement compliqué. Parce que, alors, bien dans le sound design, dans un jeu vidéo, on parle de musique. On parle bien évidemment des effets sonores qu'il y a en jeu. Il faut que parfois les deux communiquent. Donc, il faut que la musique soit en accord aussi avec les sons. Parce que sinon, ça fait un truc bizarre. Et quand c'est fait à la fin, parce qu'en gros, c'est fait parce qu'il reste tant de budget. Et bon, voilà, on a réussi à avoir ça et vous avez ça. Il faut aller vite, il y a peu de temps. Et c'est compliqué. Ça commence à évoluer parce que l'audio devrait même apparaître en fait comme nous en début de projet. Ça se pense l'audio. Justement, on peut aussi comprendre quels vont être les sons qui vont être réutilisés. Puis ouais, comment bien découper les choses. Et puis là, ça favorise l'immersion, les émotions aussi. Voilà. Et pourquoi c'est négligé? C'est malheureusement pas souvent prévu dans le budget. Et pourtant, ouais, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est là où les technos aussi vont se différencier. C'est un petit peu plus compliqué en web, notamment avec les navigateurs qui peuvent couper le son. Donc, on va... Oui, et Google, par exemple. On discutait de ça avec Gabriel en interne. En web app, c'est compliqué, le son, parce que Google mute automatiquement tous les sons. Par exemple, quand vous avez eu la grande époque des premiers sites internet où on arrivait sur une page et une petite musique en 8 bits et puis ça, c'est fini, ça. Et des sons à chaque fois qu'on cliquait sur un truc, c'était insupportable. Donc les navigateurs ont tendance à couper les sons et il faut faire une action pour les entendre. Donc, ce qu'elle nous expliquait, c'est que du coup, tout ce qui est voix off, notamment aussi, qui est une partie importante du sound design dans les digital learning, devenait complètement inutile dans le cadre d'une web app parce que on les entendait pas, ces voix off. Donc, il fallait forcément des sous-titres et du menu textuel à l'écran, etc. Et que, voilà. Par contre, dans des productions jeux vidéo un peu plus importantes, pour de la VR ou de la simulation 3D, etc., il faut avoir un sound design convaincant et complet avec des voix off, etc. pour vraiment... Et là, oui, effectivement, ça fait intervenir forcément des professionnels du son, puisque selon la typologie de projet, on peut avoir donc un projet avec des musiques, avec des voix, et donc c'est là où les professionnels sont effectivement importants parce qu'il y a une façon, c'est du mixage, c'est comme dans la production musicale, il faut qu'il y ait des choses qui ressortent. En fait, ça dépend du projet. Déjà en amont, il y a un choix qui peut après se répercuter dans toute la production. Je sais pas, moi, essayer de se dire, bon, on fait un jeu, il n'y a pas de dialogue. Donc la musique, il faut forcément qu'elle soit présente d'une certaine façon. Donc là, voilà, ça demande quand même effectivement des professionnels et donc du traitement. Et surtout, derrière, aux équipes techniques, ça demande aussi donc la partie export. C'est là où c'est une force des moteurs de jeu, c'est que ça embarque justement pas mal d'outils pour venir compresser selon la techno le device qu'on souhaite. Donc, si on est sur téléphone, effectivement, on va pas se mentir, très souvent, c'est très peu de gens le font, mais c'est possible qu'ils jouent avec leur téléphone sans écouteurs. Là, on va pas s'embêter à mettre un son qui a une grosse qualité. On va mettre un truc en mono très compressé. Il n'y a pas de souci. Mais à contrario, si on a un joueur PC, il y a de fortes chances qu'il ait un bon casque. Là, le son est important. Et justement, l'export sur les moteurs de jeu se fait très bien, puisqu'on peut venir selon différentes technos, se dire, OK, là, je veux un son de bonne qualité. Là, je compresse, pas besoin de plus. Puis, il y a des contraintes de poids aussi, poids-qualité, c'est toujours grosse contrainte. Donc voilà, c'est une partie qui est importante et qui demande... c'est pas juste, on enregistre des voix, ou il faut juste trouver un son. Non, c'est... faut que l'ensemble communique, il faut que les choses soient homogènes, à la même présence, pas forcément au même volume, la même présence. Enfin, c'est un truc qui s'étudie, mais il faut que ce soit homogène. Oui, et puis faire attention aussi à ce que ça donne un environnement sonore cohérent et pas trop répétitif aussi, parce que les musiques en boucle, je pense aussi, je me rappelle avoir travaillé sur le sound design de notre solution If Simulation, un hôpital qu'on a reconstitué en 3D pour former des infirmières. J'étais en charge d'enregistrer des sons, donc de bruit de porte, de gel hydroalcoolique, de mouvements, de choses comme ça pour les intégrer dans le jeu. Et il y avait notamment la question des bruits de pas. On se demandait, est-ce qu'on met des bruits de pas, parce que chaque fois qu'on se déplace, entendre un bruit de pas comme ça, assez répétitif, même si on les faisait varier de temps en temps, ça peut être un peu saoulant à la longue. Donc voilà, c'est faire des choix aussi à ce niveau-là. Donc oui, il y a énormément de choses à prendre en compte pour créer un sound design cohérent et immersif, quoi. Et puis surtout, ça peut énormément aider le joueur. Je prends notamment le cas de la VR, où parfois, alors on a souvent des clients, c'est la première fois qu'ils découvrent, et je comprends tout à fait, c'est
bon, on va leur faire une formation, mais ils sont en train de regarder à droite à gauche, ok, il y a ça qui est modélisé, et en fait, ils ont lâché l'objet qu'ils ont en main. Ouais. Mais il y a rien comme retour, il y a rien de, enfin, on l'a pas vraiment en vrai l'objet, donc un petit son de, parce que il y a quelque chose qui est tombé, tout de suite ça alerte en mode qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, ça que donne s'il des y a pas ce truc-là, aussi, ouais. Bon, après on peut mettre des vibrations, ce genre de choses, il y a d'autres solutions, mais le son peut vachement aider, peut orienter. Et j'ai même envie de dire, c'est un petit aparté, mais j'ai lu un papier là-dessus qui était hyper intéressant de joueurs qui sont aveugles et qui arrivent à finir certains jeux juste en ayant le son. Je te parle des jeux comme les Souls de From Software, qui sont des jeux exigeants, et ils arrivent parce que le son est tellement spatialisé au cœur de l'expérience qu'ils arrivent à... Alors, ils mettent énormément de temps et c'est la galère, mais ils y arrivent. Tu parlais des vibrations, etc. Ça fait aussi partie du métier de développeur. C'est toi qui intègres aussi ces conditions-là Oui, c'est tout à fait possible, justement, dans le cas de la VR, les contrôleurs. En gros, ce qu'il faut voir donc, dans le cas de la VR, c'est donc des accessoires, des équipements qui sont faits, donc, si on prend l'Oculus alors maintenant Meta, c'est plus Facebook, donc par Meta, le MetaQuest. Et donc, ils ont des kits de développement. Et justement, on va utiliser ces kits et on a juste une fonction à lancer de dire, OK, là, j'ai assigné mon objet, donc je fais vibrer la manette. Je disais que en fait l'audio c'était la moitié de l'expérience, mais pas du tout. En fait, il y a plein d'autres choses. Il y a les sensations aussi. Là, dans le cadre de la VR, oui, on a la chance, oui, effectivement, d'avoir ce type d'équipement où ça peut vibrer et tout. Clavier et souris, là, c'est un peu plus compliqué, mais... Oui, ça concerne pas toutes les formations digitales. Non. Okay. Mais on peut faire des choses, effectivement. Tu fais bien d'en parler. Vibration, tout ça, ça peut faire partie de l'expérience en plus du son. Si on a le tout, c'est le top. Bah ouais. Bon, par contre, ce qui concerne toutes les formations digitales, c'est les bugs. Ça, par contre, on a parlé qu'une grosse partie du métier de développeur, c'était résoudre des problèmes. Oui. Alors, donc ça j'imagine que c'est cette fameuse courbe linéaire dont tu parlais à la fin. C'est en fait le jeu est développé. C'est quoi ? Il y a la partie recettage, c'est ça, où on va chercher les bugs. Oui. Comment ça se passe ? Alors, j'imagine que c'est pas la partie la plus passionnante. C'est pas souvent la plus fun parce que ça nous est tous arrivé dans notre carrière, vraiment de perdre un jour pour juste un petit truc à commenter une fois qu'on a compris, de se dire ok, j'ai trouvé, et c'est un truc tout bête. La fierté en prend un petit coup, des fois il faut ça, mais voilà, c'est là où c'est pas toujours très, très passionnant, mais par contre quand on arrive à le résoudre, on est quand même content d'avoir trouvé. Est-ce que c'est pas tout le plaisir aussi dans le métier de développeur de résoudre ces bugs-là ? Moi, j'avais fait un petit peu de code, donc du HTML, comme je disais, pour développer des sites web, et souvent j'étais face à un problème. Le fait de le résoudre, t'as un petit peu l'impression d'avoir réinventé la bombe atomique, quoi. Oui, il y a un peu cet effet-là des fois, mais bon, c'est vrai que après, plus t'as de l'expérience, et plus des fois quand c'est vraiment des trucs bêtes, là tu te dis ah mince, mais ça arrive. Et là dans le processus, il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc il y a justement la partie test